C'est souvent la panique le dernier jour pour le salarié comme pour l'employeur. Qu'est-ce qu'on doit signer et surtout avec quoi doit-on repartir? Bienvenue dans Maîtriser la paix, le podcast qui rend la paix accessible à tous. Aujourd'hui, on parle de la remise des documents de fin de contrat. Et nous allons lister les 4 documents obligatoires à remettre au salarié à son départ et les erreurs juridiques qui peuvent coûter très cher à l'entreprise. C'est parti. Et pour bien cadrer notre analyse aujourd'hui, on a rassemblé pas mal de sources. Des arrêts de la Cour de cassation, le Code du travail, des manuels RH. Le but, c'est vraiment de faire une plongée en profondeur dans ce fameux dernier jour. Parce que c'est un véritable champ de mine, non? Complètement. C'est un moment de grande vulnérabilité juridique. On va suivre la chronologie logique, d'accord ? D'abord la rupture financière, ensuite la protection immédiate et enfin la transition vers le chômage. Parfait. Alors, commençons par le document qui cristallise souvent toutes les tensions, le reçu pour solde de tout compte. Moi, je me disais, en lisant nos notes, pour gagner du temps, l'employeur peut tout simplement le préparer et l'envoyer par courrier avant la fin du préavis, non ? Ah, ça c'est une excellente question et c'est franchement l'une des erreurs les plus classiques. La réponse est non, absolument pas. Ah bon ? Même en recommandé. Même en recommandé. Il faut comprendre un concept juridique très ancien, mais toujours d'actualité. En droit français, le reçu pour solde de tout compte est un document dit quérable et non portable. Attendez, quérable, c'est un vieux mot, ça vient de quérir, aller chercher, c'est ça ? Exactement. Le salarié doit venir chercher ses documents en personne sur son lieu de travail. L'employeur n'a pas à les porter jusqu'à son domicile. D'accord, donc on doit physiquement se déplacer. Voilà. L'employeur prépare les 4 documents, donc le dernier bulletin, le reçu, le certificat et l'attestation France Travail. Et il les tient à disposition. Il ne peut pas s'en débarrasser par la poste, sauf exceptionnellement si le salarié est en arrêt maladie grave, par exemple. Donc l'employeur ne peut pas juste glisser ça dans une enveloppe pour aller plus vite. Surtout pas. S'il le fait, le délai de contestation pourrait ne jamais commencer à courir. Et l'autre point crucial, c'est le moment de la signature. On ne peut absolument pas le faire signer avant l'expiration exacte du contrat. Ah oui, même si le salarié est d'accord. Imaginons, mon contrat se termine le vendredi 15. Je peux très bien signer le papier le mercredi 13 pour alléger mon dernier jour, non ? Eh bien non. Si vous faites ça, la signature n'a aucun effet libératoire. C'est nul et non avenu. C'est fou ça. Mais pourquoi une telle rigidité ? À cause du lien de subordination. Tant que le contrat est en cours, le salarié est sous l'autorité de l'employeur. Il n'est pas considéré comme totalement libre de son consentement. La loi veut éviter toute pression hiérarchique. Ah, je vois. Le manager qui dirait « signe ça aujourd'hui, sinon ça va mal se passer pour tes recommandations », ce genre de choses. Exactement. C'est pour ça qu'il faut attendre la toute dernière seconde. Et attention, ce document libère l'employeur sur les sommes versées après un délai de 6 mois. D'accord. Donc pendant 6 mois, le salarié peut contester les calculs mathématiques. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Mais attention, ça n'empêche absolument pas le salarié d'aller au prud'homme pour contester son licenciement sur le fond. Ça, c'est un droit fondamental. Donc on signe pour valider les chiffres, pas pour pardonner le motif du licenciement. C'est exactement ça. À retenir, le reçu doit être établi en double exemplaire à l'expiration du contrat et le salarié doit venir le chercher en personne. Franchement, c'est dense pour quelqu'un qui découvre toutes ces règles. Pour démarrer pas à pas, j'offre le premier chapitre de mon livre, Les fondamentaux de la paix, 8 résumés, 8 infographies, 40 questions et corrigées. Le lien est en description. Continuons. Super. Alors, passons au deuxième document, le certificat de travail. Là, c'est la preuve de l'expérience, hein. Mais je me posais une question sur les contrats très courts. Imaginons un extra dans la restauration, engagé juste pour 5 heures un samedi soir. L'employeur n'est pas obligé de s'embêter à faire un certificat pour si peu, si t'y es. Eh bien si, grave erreur. Le certificat de travail est obligatoire, quelle que soit la durée du contrat, même pour une seule heure travaillée. 1 heure, 1 heure. Sérieusement. Oui, C'est la preuve de votre travail, ça compte pour votre retraite, et surtout, ça contient des mentions obligatoires très précises. Les dates, la nature de l'emploi, et une mention vitale, le maintien gratuit des garanties mutuelles et prévoyance. Comment ? La sanction est très lourde. Ah oui, c'est quoi le risque pour l'entreprise ? pour vous donner un exemple chiffré, ne pas remettre ce document, même pour une mission de 5 heures, expose l'employeur à une amende de 750 €. 750 € pour un oubli sur une mission de 5 heures. C'est énorme. C'est pour être très dissuasif contre le travail dissimulé. Et attention, c'est un document strictement neutre. Il y a des interdictions formelles.
Donc on ne peut écrire aucun reproche dessus. Pas de renvoyer pour retard fréquent ou ce genre de truc. Surtout pas. Aucune mention discriminatoire et aucune clause de non-concurrence non consentie. Par usage, on y met juste les noms, les adresses et la date de délivrance. D'accord, c'est vraiment purement factuel, juste les faits. Voilà. À retenir, le certificat est obligatoire dès la première heure travaillée sous peine de 750 € d'amende et doit inclure le droit à la portabilité de la mutuelle. On pourrait creuser encore plus ce point sur les mentions exactes à inscrire. Oui, et j'ai publié un article Substack sur ce sujet. Allez, on continue avec notre troisième point. Ça marche. On passe à la question de la survie financière après le contrat, l'attestation France Travail, l'ancienne attestation Pôle emploi. Là, j'imagine que c'est simple, hein. L'employeur donne le papier au salarié et c'est au salarié de se débrouiller pour l'envoyer à France Travail, non? Faux, et c'est une erreur qui cause énormément de dégâts. L'employeur a une double obligation. Une double obligation, c'est-à-dire? D'un côté, il doit remettre le modèle imprimé de l'UNEDIC au salarié. Ça, c'est la première étape. Mais de l'autre, il doit lui-même transmettre ses données à France Travail par voie électronique. L'employeur doit le faire lui-même. Oui, et la loi dit que ça doit être fait sans délai. D'accord, donc c'est pas juste donner un papier, c'est vraiment une télétransmission active. Et s'il traîne des pieds ou qu'il oublie cette transmission électronique? Alors là, le système se bloque. France Travail ne verse pas le chômage et pour l'entreprise, c'est une contravention de 5e classe. En clair, une amende de 1 500 €. Waouh! 1 500 € juste pour un retard informatique? Exactement. Et en cas de récidive, l'amende passe à 3 000 €. Et ça ne s'arrête pas là. Ah bon, il y a autre chose? Oui, l'aspect humain. Si ce retard prive le salarié d'un mois d'allocation, il a du mal à payer son loyer, il a des agios, le salarié peut alors aller au prud'homme et demander des dommages et intérêts à l'entreprise pour réparer ce préjudice financier. C'est un risque financier majeur en fait. L'employeur risque la double peine, l'amende de l'État et les indemnités pour le salarié. C'est tout à fait ça. À retenir, l'attestation France Travail n'est pas qu'un document à donner au salarié, elle doit être télétransmise sans délai par l'employeur sous peine de très lourdes amendes. C'est impressionnant. D'ailleurs, avec toutes ces règles strictes et ces questions de timing à la seconde près, je me disais, on pourrait imaginer un futur où tout ça est géré par la blockchain, des smart contracts, tu vois. À la seconde où le contrat expire, les documents sont générés et télétransmis automatiquement à l'État, sans intervention humaine. Ça éviterait tous ces litiges, non? Une vraie piste pour le futur des ressources humaines? C'est clair, l'automatisation totale éliminerait ce fameux risque de retard. Juste une dernière vérification rapide avant de conclure. En cas de rupture conventionnelle, on donne tous ces documents le jour de la signature de la convention sur un coin de table? Surtout pas. Remettre le solde de tout compte et l'attestation avant la décision d'homologation équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il faut toujours attendre l'homologation définitive. D'accord, la chronologie, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pour aller encore plus loin, mon livre Maîtriser la paye, édition 2026, transforme la complexité en visuel clair. Avec 50 infographies pour tout comprendre et 250 questions corrigées, vous avez enfin les clés pour maîtriser chaque calcul. Le lien est en description pour commander votre exemplaire. Soutenez ce nouveau podcast avec une note 5 étoiles et un avis sur votre application d'écoute, ça aide d'autres à nous trouver. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et passez une excellente journée d'ici là. Prenez soin de vous. À demain sur Maîtriser la paye. À demain sur Maîtriser la paye.